Vous écoutez présentement la 4e vidéo abordant le thème de la démocratie en Grèce durant l'Antiquité pour le cours d'univers social de première secondaire. D'ailleurs, cette vidéo est une autre collaboration avec Mathieu Mercier, enseignant d'univers social au Centre des services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup. Dans cette vidéo, vous serez tout d'abord amené à découvrir les différentes croyances religieuses dans la Grèce antique. Peut-être avez-vous déjà entendu le nom de quelques-uns des dieux de l'Olympe. Poséidon, Zeus, Athéna ou même Hercule par exemple. Bref, il ne sera pas ici question d'expliquer le fonctionnement de la mythologie grecque, mais plutôt d'en expliquer les grandes lignes. La seconde partie de cette vidéo portera, elle, principalement sur la guerre durant la Grèce antique. Entre autres, il sera question des hoplites grecs, de la guerre du Péloponnèse, peut-être que vous connaissez, et même des impacts sur la cité-État d'Athènes par rapport à ses colonies. La mythologie grecque est de type polythéiste. Le mot polythéiste provient du grec. Poly signifie beaucoup et théos signifie Dieu. La mythologie grecque est ainsi composée de plusieurs dieux et déesses tels que Zeus, Héra, Poséidon, Aphrodite et Apollon pour ne nommer que ceux-là. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la religion est publique, c'est-à-dire qu'elle concerne toute la communauté. Elle concerne tous les aspects de la vie quotidienne, allant du mariage aux funérailles, en passant par les récoltes et même les précipitations. Les principales manifestations religieuses se produisaient sous la forme de prières, offrandes aux dieux, sacrifices, fêtes publiques, ainsi que des jeux. D'ailleurs, rappelez-vous, dans une des capsules précédentes, nous avions abordé les Panathénées. À la droite de cette présentation, vous pouvez observer d'ailleurs une statuette de bronze présentant le dieu Poséidon. On estime que cette statue a été taillée durant le 3e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, posséder une statuette d'une divinité témoigne du fait que le culte, bien que public, puisse être également privé. Dieu de la mer et des océans, des tremblements de terre et des sources, il est possible que la statuette ait appartenu à un pécheur, bien qu'aucune preuve historique ne puisse corroborer cette hypothèse. La plupart des célébrations religieuses se déroulaient sur l'acropole d'Athènes. Située sur une colline de 156 mètres de haut, on y retrouve le Parthénon, le temple d'Athéna-Niké et les Rectéions. D'abord, le Parthénon est un temple dédié à la patronne de leur cité, soit la déesse Athéna. Le terme patronne est utilisé pour signifier qu'il s'agit de la protectrice des Athéniens. Et le Parthénon avait également pour fonction de protéger le trésor de la cité. On y retrouvait des métaux précieux, les fonds de la cité en général, ainsi que ceux de la Ligue de Délos qui avaient servi à lutter contre les Perses. Fait intéressant, la statue d'Athéna était composée de 1150 kg d'or qu'il était possible de faire fondre en cas de besoin. Ensuite, le temple d'Athéna-Niké fut érigé durant l'âge d'or d'Athènes, soit au 5e siècle avant Jésus-Christ. La construction du temple en marbre pentélique prit au moins 11 ans. Le temple, beaucoup plus accessible que le Parthénon, exprimait la volonté qu'entretenaient les Athéniens de voir leur cité-État devenir la principale cité grecque. De plus, les citoyens y vénéraient Athéna, patronne de la cité, dans l'espoir qu'elle les aide à remporter la guerre contre Sparte. Finalement, l'Érectéion a été érigé à la fin de ce même siècle par Périclès, sur le lieu où, paraît-il, Athéna et Poséidon auraient livré un combat afin de déterminer lequel d'entre deux deviendrait le protecteur de la cité-État. L'Érectéion se caractérise par ses somptueuses cariatides, ces femmes vêtues de tuniques remplaçant les habituelles colonnes des temples grecs. Ce bâtiment, contrairement au Parthénon et au temple d'Athéna-Niké, n'est pas un temple, mais plutôt un sanctuaire où on retrouve les plus anciennes reliques de la cité. Les guerres dans l'Antiquité sont nombreuses, et plusieurs d'entre elles sont passées à l'histoire, notamment la guerre du Péloponnèse, et nous y reviendrons très bientôt. D'abord, il importe de s'intéresser au rôle militaire et financier qu'avait Athènes lorsque la Grèce fut sous l'envie de l'Empire perse. Donc, sous la menace d'une invasion, les Grecs durent s'organiser et se rassembler sous la forme d'une alliance militaire défensive. Évidemment, ces derniers n'avaient pas les effectifs militaires pour organiser une offensive. En 477 avant Jésus-Christ, une alliance entre les différentes cités grecques prit le nom de Ligue de Délos. Et c'est à la demande des alliés qu'Athènes, la cité-État, fut nommée à la tête de la Confédération, c'est-à-dire de l'union des différentes alliés. On lui confie donc le commandement de l'armée grecque, mais aussi les ressources financières de cette même ligue, comme mentionné précédemment. Grâce au génie militaire de Cimon et des 200 membres de l'Alliance, les Grecs réussirent à repousser les Perses qui laissèrent tomber l'invasion de ce territoire.
À la droite de la présentation, vous pouvez observer le casque en bronze d'un hoplite de Corinthe. Ce casque et les cnémides, c'est-à-dire les protèges tibias qui le complètent, font partie des éléments clés d'une panoplie, c'est-à-dire l'ensemble des armes offensives et défensives qu'un guerrier grec aurait utilisé au combat. La panoplie complète aurait généralement également inclus une lance, un bouclier et une épée, et des milliers de ces casques ont été retrouvés en Grèce et lors de fouilles archéologiques en Méditerranée, et plusieurs exemplaires se retrouvent dorénavant au musée archéologique d'Olympie. Les hoplites étaient les plus expérimentés de la Grèce, sachant manier autant des armes que le bouclier. Le terme hoplite est justement issu du mot grec hoplon, qui veut dire bouclier. Et d'ailleurs, ce dernier qui est très utile lorsque les hoplites utilisent la phalange, donc c'est-à-dire une technique de combat en rang serré, visant à résister et à anéantir l'infanterie ennemie. Et c'est à la fois une tactique défensive et offensive vraiment efficace. L'hégémonie athénienne et la puissance de cette cité-État en territoire grec ne plaît pas à tous et c'est le cas de sa rivale d'Athènes, soit Sparte. Se déroulant de 431 à 404 avant Jésus-Christ, la guerre du Péloponnèse, d'où le nom de cette région où se situe Sparte, verra s'affronter les deux cités-États. Mais malheureusement pour Athènes, la guerre prendra fin en 405 avant Jésus-Christ, alors que la flotte de navires spartiates financés par les Perses remportèrent une victoire décisive. Encerclant Athènes par la terre et par la mer, le général Lysandre force Athènes à capituler l'année suivante. D'ailleurs, l'hégémonie spartiate peut alors commencer, mais ne durera au final que jusqu'en 371 avant Jésus-Christ, et ce sera évidemment la fin de la démocratie telle qu'on l'a connue sous Périclès. Donc, c'est ce qui conclut le chapitre sur l'expérience de la démocratie pour l'univers social de première secondaire. Aujourd'hui, dans la présentation, nous avons été en mesure de constater les différentes croyances qu'avaient les Grecs en matière de religion, ainsi que l'importance des guerres durant cette période. Dans le prochain dossier, nous irons analyser une autre civilisation qui occupera le pourtour de la Méditerranée, c'est-à-dire la civilisation romaine.